On se retrouve avec Dominique Pietri. Bonjour Dominique. Bonjour, Dominique, vous êtes écrivain, comment vous dites? moi je dis autrice. Autrice. C'est mieux autrice. On D'accord, entend le féminin. c'est vrai. Je vous ai connu à travers un roman qui est, je crois, votre deuxième livre qui s'appelle Juste une île, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Le premier était un essai sur les femmes qui vivent en Corse et qui font la Corse actuellement. Pas des personnages historiques, mais c'était des personnes que vous pouvez regarder tous les jours et qui ont fait le choix de s'intéresser, de vivre et de faire grandir la Corse tout en grandissant. Voilà, ça c'était le premier. Et parce qu'on n'a pas précisé, mais vous habitez en Corse et vous habitez à Ajaccio. Et, euh, et vous exerciez quoi comme activité avant d'être écrivain? Autrice, pardon. Vous pouvez dire, écrivaine, je le dis pas parce que je pense que je veux rester humble. Il y a des grandes écrivaines. Moi, je suis qu'une écrivante, on va dire dans le sens même psychanalytique. Donc, voilà, autrice, ça me suffit. Avant, je travaillais dans la communication. J'étais responsable de communication et maintenant, donc, je suis autrice et je suis aussi, éditorialiste et formatrice, en écriture et en littérature. Vous êtes éditorialiste où? Dans un journal, en Corse qui s'appelle Informateur Corse Nouvelle, voilà. Alors, j'ai pas précisé, mais j'ai adoré votre livre, Juste une île, qui est un très très beau roman. Et la question que tarte à la crème qu'on a dû vous poser 22 fois, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autobiographique dans ce livre? Ah ah! Alors on me l'a pas posé aussi franchement. Heu, Mais je suis franc. oui, 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 je vois ça. Hem, Qu'est-ce qui est autobiographique? Je crois que c'est, je vais faire une pirouette en disant que c'est, à la lectrice et au lecteur de chercher ce qui est autobiographique. Et quand je dis ça, je cherche pas à fuir la question, mais je pense que, il n'existe pas un seul, roman où il n'y a pas une part, du souffle de l'auteur, de celui qui a écrit, qui a voulu, transmettre quelque chose. Donc après, qu'est-ce qui est autobiographique ou pas? La seule chose que je peux vous dire que, l'histoire de Tildette est un personnage réel, qu'elle a existé et que, au moment où, Tildette, vient raconter son histoire, sa belle histoire en Corse, la narratrice laisse la place à l'autrice. Parce que ça, c'est une vraie histoire entre moi et Tildette. Donc on ne saura pas plus. Mais en tout cas, on renvoie nos auditeurs à la lecture de ce livre qui s'appelle donc Juste une île aux éditions Scudo. Scudo. Ce qui veut dire quelque chose en Corse? Et non, je pense que c'est le nom, de la maison d'édition. Enfin, après, je leur ai pas posé la question. D'accord, ça c'est mon côté curieux permanent. Encore une fois, je ne décrirai pas complètement, enfin je ne parlerai pas de l'histoire parce que j'invite les lecteurs à la découvrir. Mais c'est une histoire qui parle d'humanité, de bienveillance, de sauvegarde, en fait, de sauvegarde d'une population à l'époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de la population juive qui s'était réfugiée en Corse. Et voilà, un très très beau roman. C'est pas en fait, c'est pas, la population juive qui s'est réfugiée, en Corse. C'est l'histoire de Tildette, une histoire qui est rocambolesque, et qui, un jour, a été, un monsieur est venu, s'asseoir comme nous aujourd'hui à côté de moi. Il ne me connaît pas, je l'ai jamais vu, il fait pas partie de ma famille et vous savez qu'en Corse, on se connaît tous plus ou moins, on se connaît de famille et en fait, en général, un Corse, quel qu'il soit et où qu'il soit dans le monde, notre première question, c'est pas de savoir son nom, c'est de savoir de quel village il est. Parce qu'autour du village, on arrive à se regrouper. Donc ce monsieur s'est installé en face de moi et il m'a demandé, de retrouver des enfants que ses parents auraient protégés en Corse. Et puis il est parti et voilà. Et de fil en aiguille, j'ai retrouvé, non pas les enfants et là je vais pas raconter l'histoire, qu'il s'était imaginé et là je renvoie vers Boris Cyrulnik avec qui, on a discuté, sur le faux souvenir. Mais j'ai, retrouvé, alors 3 petites filles, parce que dans ma tête je vais retrouver des petites filles et en fait ces petites filles, la plus jeune avait 90 ans et Tildette, en avait 103. Voilà et donc ces petites filles, elles ont été protégées en Corse, à Ajaccio, dans l'appartement d'une grande dame qui est, peu connue, sur le continent et là aussi,
je le rends hommage, Qui a une rue à Paris. c'est Danielle Casanova. Voilà, une grande résistante. Et donc ils ont vécu dans son appartement que sa maman leur avait, prêté en leur disant: «Je vous prête l'appartement de ma fille et quand elle rentrera, il faudra le lui rendre». Et évidemment, pour ceux qui connaissent l'histoire de Danielle Casanova, eh beh, elle n'est jamais rentrée d'Auschwitz, voilà. Ça s'est passé, comme ça et donc Tildette, elle a été avec sa famille, avec, ses parents, avec ses 2 petites sœurs, avec sa tante, avec sa nièce. Son enfant est né à Ajaccio. Elle a été protégée et j'insiste sur le mot, de protection et non pas cachée. C'est pas une famille qui a été cachée, c'est-à-dire qu'elle vivait parmi les Corses, parmi la population, et puis, lorsque, la guerre s'est terminée en Corse et là aussi on ne sait pas, mais c'est le premier département qui a été, libéré en 1943. Quand elle est repartie, c'est une Parisienne, hein, Tildette. Lorsqu'elle est repartie, à Paris, elle est repartie la mort dans l'âme, mais elle a écouté son papa qui était aussi un très grand résistant de l'ombre et ça je l'ai appris, plus tard et elle aussi l'a appris beaucoup plus tard et en fait, lorsque je l'ai retrouvée, lorsqu'on est devenus amis, lorsqu'on est devenus, sœurs d'écriture, elle m'a demandé de faire, de tenir une promesse et j'ai pas réfléchi, j'ai dit: «Oui». Au début, je me suis dit: «Pourquoi tu as dit oui?» et après j'ai dit: «Oui». Elle m'a demandé de dire merci, à la Corse et aux Corses d'avoir protégé sa famille. Elle m'a demandé de raconter son histoire au-delà de la mer Méditerranée que j'ai franchie aujourd'hui pour pouvoir, dire que oui, c'est possible. L'humanité est possible, il suffit de s'en donner les moyens. Alors maintenant, c'est le questionnaire proprement dit du bonheur, c'est les autres. Oui. Vous l'attendiez. Et la première question que je pose à tous mes invités, c'est quoi votre définition du bonheur? Alors, vision du bonheur, je vais reprendre, une définition de Pascal Quignard, où en fait, c'est Les grands écrivains. très grand écrivain et un écrivain sur, ma table de chevet qui me porte, qui voilà et en fait, il explique dans son avant-dernier livre, le bonheur, la bonne heure. Voilà et je garde ça comme expression, c'est d'arriver à trouver, ne serait-ce qu'un moment, furtif, mais de partage. Et le bonheur, c'est, regarder une fleur, c'est regarder, la rosée. Alors en Corse, nous, on a la possibilité, ce que je dis, bah, moi d'aller souvent, près de sur le bord de p sur la plage et de regarder les vagues et de compter les vagues. Voilà. Le bonheur, c'est ce qu'on partage. C'est quelque chose de tellement éphémère qu'il faut se rendre compte que c'est important. C'est ça la définition du bonheur. Alors la question suivante, c'est, quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface quand je vous le demande comme ça? C'est quoi un souvenir qui remonte immédiatement? Vous étiez, fille unique ou vous aviez des frères et sœurs? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Je dirais que j'ai pas de souvenirs, d'enfance qui remontent. Et je crois que je suis construite comme ça où en fait je m'attarde pas sur les souvenirs. Ah bon? Je pense que voilà, de rester, ancrée dans le présent, parce que les souvenirs ça enfin, Ouais. ça s'oublie et c'est peut-être pour ça que je travaille dans la transmission parce que justement j'arrive pas à me souvenir et j'ai besoin qu'on me raconte les histoires. Ouais, j'allais vous dire, c'est paradoxal puisqu'effectivement votre livre, il repose sur le souvenir, et sur l'histoire C'est ça, c'est ça. donc vous n'avez pas de souvenir précis, il y a pas quelque chose Non, qui remonte? non, j'ai pas de souvenirs qui remontent. OK. Alors vous lisez beaucoup de livres, vous en chroniquez, certains, vous voyez aussi probablement des films et des pièces de théâtre? Ou bien, moi j'ai envie de vous demander, pas ou bien, je vous aimerais vous demander, est-ce que vous avez un livre fétiche ou un film fétiche ou une pièce de théâtre ou un auteur qui vous a marqué de façon indélébile et pourquoi?
Alors, alors je dirais que les auteurs qui me marquent, alors des fois ça dépend du moment. Ça dépend aussi du moment d'écriture. J'ai la chance d'avoir un joli bureau avec, entouré d'une bibliothèque et j'ai l'habitude de poser les livres, sur la tranche et donc j'ai des visages qui me regardent et qui posent leur regard sur moi et qui en même temps me portent. Après, comme je vous l'ai dit, Pierre Michon pour l'instant, Christian Bobin évidemment. Christian Bobin, c'est, dès que j'ai besoin de replonger, en moi, je vais vers Christian Bobin, Pascal Quignard, Virginia Woolf. Voilà, c'est, j'ai oublié j'oublie son nom, Delbo, qui elle Charlotte Delbo. Charlotte Delbo, c'est celle qui me soutient, c'est mon tuteur. C'est mon tuteur dans le sens, qui fait grandir la plante et ma tutrice. Parce que je vis avec une phrase de Charlotte Delbo, qui dit elle commence une de ses œuvres en disant: vous qui savez» et pour finir dire: «En fait, vous ne savez pas» et je Précisons quand même que Charlotte Delbo, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une grande poétesse qui a connu les camps d'extermination, enfin les camps de déportation et d'extermination, et qui, je crois, s'est suicidée quelques années, tout à pas mal d'années après son retour des camps, en fait. et qui faisait partie du même convoi, que Daniel Cazenove. Ah, d'accord. Ouais, ça c'est l'histoire et ça s'est passé un 24 janvier et ça c'est ma date de naissance, voilà. Ah oui. Donc j'ai les étoiles. Vous avez Je crois aux étoiles. Ouais, je crois aux étoiles qui saillissent, ouais, oui et donc Charlotte Delbo, elle dit, vous qui savez» pour dire: «Vous ne savez pas» et je crois que, ça c'est ce que j'aime dire, alors peut-être silencieusement dans cette société actuelle. On a l'impression de savoir tellement de choses, mais on ne sait rien et on ne sait rien parce que les seuls qui savent, dans le cas de Charlotte Delbo, ben c'est ceux qui ne sont pas revenus et donc j'essaye de transmettre avant enfin, je suis très attachée, à la parole des anciens et même à la parole des enfants. On apprend beaucoup à l'école des enfants, on apprend beaucoup à l'école de nos anciens, de m'attacher à leurs paroles parce que je ne sais pas et je veux qu'ils me transmettent. Précisons une petite chose, c'est que Charlotte Delbo n'était pas juive, contrairement on va dire, dans la prose, à Primo Levi, par exemple, qui est Oui. Elie Wiesel, qui eux, tous les deux étaient juifs. Et donc peut-être que la vision est légèrement différente, mais c'est effectivement, il faut lire la poésie de Charlotte Delbo, c'est magnifique. Dominique, de quoi ne voudriez-vous jamais vous priver dans la vie, sous-entendu pour être heureuse? De lire et d'écrire. De lire et d'écrire. Lire et d'écrire. C'est, Vous l'avez toujours fait, je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours fait et je crois que alors vous voyez les souvenirs d'enfance, je crois le plus loin souvenir que j'ai, c'est que j'ai su peut-être lire avant de parler. Voilà et il y a pas un jour où je n'écris pas, où je ne lis pas, et je trouve que c'est tellement important. Le livre est important. Le verbe est important. Alors la question suivante, on dirait qu'elle a été écrite pour vous alors que je l'utilise depuis plusieurs mois. C'est, quel rapport vous entretenez avec la spiritualité au sens général et avec la mort, avec l'au-delà? Est-ce que sans trahir un secret, vous m'avez dit que tout à l'heure, vous allez aller au cimetière pour parler à Tildet sur sa tombe. Est-ce que vous entretenez comme ça un dialogue avec les morts? Pas du tout? Alors, j'entretiens pas un dialogue, à proprement parler. Je suis, quelqu'un de profondément laïque, tout en respectant parce que vous savez qu'en Corse, on est, une terre de spirituelle, de tradition, et donc je respecte et je partage, certaines traditions. Je parle pas aux morts. Je pense que la mort, elle fait partie de la vie. Donc, je m'en j'ai pas un rapport morbide, on va dire, avec la mort. C'est non, c'est, je sais pas si, le fait de vivre, en fait, on n'est pas des morts vivants et en fait, on était vivants avant et après, voilà et Tildette, oui, parce que Tildette nous a quittés, le 31 décembre. Voilà, comme si,
l'histoire, enfin, elle voulait tourner la page et que j'ai besoin d'aller lui raconter, déjà lui dire que j'ai tenu ma promesse et ça m'émeut chaque fois que je le dis et aussi de lui dire que voilà, le message est passé. Mais ça m'émeut toujours parce que je me rappelle du jour où elle m'a demandé et je le raconte dans le livre, cette histoire de crevettes, tout est vrai, hein, dans l'histoire d'Hildette et Léa et là, en fait, Léa, c'est moi, c'est mon souffle et lorsqu'elle m'a demandé de faire cette promesse, dans sa résidence senior, j'aime pas le mot d'EHPAD qui est très froid, très, médical et elle m'a demandé cette promesse en souriant et j'étais affolée en disant: «Mais je peux pas faire ça, j j'ai pas votre connaissance, je ne suis pas juive». Tout simplement et donc j'avais quand même ce sentiment d'illégitimité. Pourquoi moi? Et elle m'a dit, Tildette, elle m'a dit: «Si, faites-le». Voilà et donc je vais lui raconter tout ça. Alors vous êtes une femme de mots, vous écrivez remarquablement. Ça a beau être un premier roman, parce que votre premier livre, c'était un essai. Ça a beau être un premier roman, c'est très maîtrisé stylistiquement parlant, avec 2 parties quand même très différentes entre la première partie et la deuxième partie du livre, mais c'est très maîtrisé, stylistiquement parlant. Mais donc je disais, vous êtes une femme de mots et si je vous demande c'est quoi le mot de la langue française que vous préférez? Ou celui auquel vous pensez là instantanément au moment où on se parle là? Vous me dites quoi? Je dis libre, hein. Livre. Livre, livre dans le sens de l'objet, dans le sens de se livrer, voilà, de faire don de soi et de d'avoir cette, bah, quelqu'un on vous lit cette histoire. Je crois que le mot livre, c'est un très beau mot. Ouais, c'est un mot qui rime avec ivre, qui rime avec libre C'est ça. et oui, c'est un très beau mot, ouais. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez tendance à douter souvent dans l'existence et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Ah non, je doute de moi. Je doute toujours, toujours, et c'est peut-être même ce qui me fait avancer, le doute. J'ai très peur des gens qui ne doutent pas. Vous ne doutez pas, vous savez tout, vous connaissez tout. Enfin moi ça m'effraie, ça me terrorise. Non, le doute, il est porteur, d'une soif d'aller vers l'autre, de chercher à connaître, de chercher à comprendre. Non, non, je doute et pour vous dire, juste une île, combien il y a eu le manuscrit, combien il y a eu de réécriture jusqu'à ce que mon éditeur me dit: «Maintenant ça suffit». Deadline, il faut me rendre l'écrit sinon, on arrête tout au niveau du contrat. Mais toujours dans le doute, toujours trouver le mot juste, le mot qui va faire mouche, qui va arriver à exprimer. Je travaille avec les émotions. Dans ce roman, j'ai voulu travailler sur la notion d'effacement. La première partie, Léa qui vit un burn-out, qui est parisienne, qui fait, je le dis avec beaucoup d'humour, son alia qui retourne en Corse et pour, tenir une librairie et Tildette justement qui, ne veut pas qu'on oublie, qui veut pas enfin qu'on oublie cet indicible et il faut trouver le mot juste pour parler, de cela. Donc oui, il faut douter. Douter, douter, douter. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? Le défaut, ah, je vais pas prendre de risques, je vais dire la gourmandise. Alors vous êtes indulgente avec moi, hein. Ah, je vais trahir un secret. Nous avons partagé un café, vous vous êtes contenté de prendre un café et moi, si ma femme m'entend, elle va m'engueuler, mais j'ai pris une mousse au chocolat, voilà. Non, non, la gourmandise parce que la gourmandise, elle ne provoque pas la colère. Après, après si vous me dites: «Oh, je ne suis pas du tout indulgente», là, par contre, je vais vous faire une liste Ah et bah, je vous crois que pouvez, oui, notre allez-y. société non, mais cette absence, Empathie, cette absence d'empathie, alors je vis en Corse et donc on n'a pas la même relation, je vous ai dit, on n'a pas la même relation à l'autre, enfin, de mon point de vue, c'est mon interprétation, que sur le continent. Donc je n'ai pas d'indulgence envers, envers
l'absence d'écoute, je vais le dire comme ça. On parle beaucoup de: «Il faut libérer la parole, il faut libérer la parole», profondément, féministe, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que, vous êtes féministe, je suis féministe, je suis masculiniste, vous êtes masculiniste, voilà. À certains moments, par rapport à ce qu'on veut développer je veux bien qu'on libère les paroles, toutes les paroles. Mais si la parole, elle se fracasse contre un mur, ça sert à rien et c'est ce qui se passe en ce moment avec tous les réseaux, avec voilà. En fait, les paroles, allez, c'est un flot de paroles, mais qui les écoute? Regardez la vitesse des informations, de l'actualité. Pendant 2 3 jours, on vous bassine, on vous avec un fait divers qui n'est pas des faits divers, et puis après, c'est terminé. Personne n'a écouté. Vous avez entendu, mais on n'écoute pas. C'est ça. Donc là, j'ai pas du tout d'indulgence envers, la non-écoute. Quasiment la dernière question, c'est, le monde se sépare, souvent, un peu de manière artificielle, entre les gens qui sont pessimistes et les gens qui sont optimistes. Heu, Vous, est-ce que vous vous rangez plutôt dans la catégorie des optimistes? Et qu'est-ce qui vous rendrait optimiste malgré la situation ou en ce moment qui est particulièrement anxiogène? Qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour l'avenir? Justement, c'est d'écouter. Lorsqu'on écoute les jeunes, je fais des ateliers d'écriture, résidences d'écriture, à l'école, avec le CNL, je viens d'en terminer une et en fait, lorsqu'on écoute, ces jeunes qui, ne croient plus en rien, lorsqu'on leur demande, réellement, on prend le temps de les écouter, on s'aperçoit qu'ils sont profondément optimistes et ça me rassure. Après, est-ce que je suis optimiste? Je dirais plutôt que je suis utopiste Oui. et que, je pense que le monde, avance grâce aux utopies, même Quelle si elles paraissent folles. et quelle forme d'utopie vous avez? Parce que c'est pas une utopie politique ce que vous Alors je vais pas parler d'utopie non, non, politique parce que, on est d'accord. c'est à un moment donné, je suis dans la réalité. Mais c'est quoi la forme d'utopie que vous développez alors? L'utopie, c'est que, les gens, enfin et moi, hein, que le monde, arrive à à s'écouter, à ne pas être, simplement dans, l'avoir. Aller avoir, 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 avoir. De posséder, ouais. C'est ça, la possession, parce que ça, c'est, ce que je dis, c'est du vide, c'est du rien, c'est rien. À la fin, on sait comment on va tous terminer et donc l'utopie, c'est que peut-être un jour, on prenne tous ensemble, conscience que, on n'est pas grand-chose, on est une poussière. Vous diriez résister au matérialisme, en fait? C'est pas que du matérialisme, je crois que c'est aussi dans la tête, hein, il y a des choses importantes, c'est d'arriver peut-être à hiérarchiser ce qui est important. Mmh. Voilà tout va très vite, aller très vite, là je suis à Paris, je vois ça court dans tous les sens. Ouais, ça court, c'est drôle. Voilà. Est-ce que ça, C'est c'est important? Oui, mais ça l'est aussi, chez moi, hein, sur mon nez, il y a pas de souci, mais est-ce que c'est ça qui est important? Lorsqu'on fait, alors je suis un peu jeune, j'espère, pour faire un bilan, mais est-ce que c'est ça le plus important? Voilà et lorsque je dis ça, je pense, au dernier, roman de Christian Bobin, Le Murmure. Mmh. Le murmure de ces oiseaux, il l'a écrit, il était en train De mourir. il était en train de mourir et je crois que c'est son plus beau roman justement parce que, Ouais, voilà. c'est pas que des romans Bauban, c'est Voilà, c'est c'est ça. vraiment une poésie, Oui. permanente, ça Il se inspire défait de ouais. voilà, de tout ce qui n'est pas important. Moi, je pense qu'il s'inscrit dans la lignée de moi qui ai habité longtemps, à Manosque, il s'inscrit vraiment dans la lignée de Jean Giono, c'est-à-dire c'est Tout avec à fait. un romancier, mais aussi un poète, pas simplement un Oui. romancier. On en a quelques-uns, Ouais. on a quelques Après, tout le monde n'aime pas ce style. Il y en a qui préfèrent un style un peu plus, direct, avec des phrases moins, poétiques justement, plus, comme disent les Américains: «straight to the point». Mais oui, Bobin, c'est vraiment, un petit coucou à Nathalie Ohana qui a fait partie de ce podcast, qui a été témoin du podcast et qui m'a raconté une anecdote absolument, bouleversante sur sa relation avec Christian Bobin. Bah, écoutez, pour terminer, on va vous souhaiter, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là d'ailleurs pour les prochaines semaines et les prochains mois? Est-ce que vous avez un nouveau livre sur le feu? oui et je ne vous en parlerai pas.
Ah oui, est-ce que c'est par superstition? Non, c'est pas par superstition, c'est parce qu'il est pas fermé, que, après, Chez le même éditeur? je dirais rien Ah, non vous dites plus, rien non je dirais le premier essai, c'était sur l'invisibilité, rendre visible ce qui n'est pas invisible les femmes, donc c'était quand même ça aussi une certaine utopie. Oui, Le deuxième donc, Juste une île, c'était sur l'effacement, ouais. et le troisième, ça sera justement sur, le silence. En tout cas, vous êtes la bienvenue, à Paris C'est gentil. et on espère vous revoir bientôt et on vous souhaite un plein succès, Catherine. Moi je vous remercie. Catherine, Dominique. Oui, Dominique, je vous remercie. Pourquoi j'ai dit Catherine? Je vous remercie, de votre accueil et évidemment, vous savez qu'en Corse, voilà, on aime recevoir, on aime, rencontrer les gens, les découvrir et voilà. Je crois qu'on a, alors ce que je dis, il y a du lien. Il y a du lien entre 2 peuples et quand je dis le mot peuple, je le dis avec, beaucoup de subjectivité peut-être, mais je le pense sincèrement. Bah, c'est partagé et vous me faites penser à René Frégosi que j'ai eu dans les premiers épisodes Que je du salue, du voilà, on podcast. s'est rencontrés il y a pas très longtemps. Voilà, Oui, oui. la reine, du Figaren. Oui, oui, ouais, qui est beaucoup plus cash que moi, mais Ah, très, très cash. elle a Très je long. voilà, on est, on est sur les mêmes ondes de pensée. Voilà, je veux dire ça comme ça. Merci Dominique. C'est moi qui vous remercie, à bientôt. À bientôt, au revoir.